La semaine dernière, les badauds du quartier qui se surnomment entre eux les traders ont traversé une tempête. Ils se demandent ce qui les attend à la prochaine. Dans un contexte anxiogène et inquiétant, aurons-nous enfin des bonnes nouvelles? Accrochez vos ceintures, tout vous sera dévoilé dans ce reportage exclusif et inédit. God Save the Queen, mais pas God Save Boris. On avait déjà parlé ici ensemble du vote de confiance qu'avait obtenu Boris Johnson, mais qu'il ne fallait pas crier victoire trop tôt parce que Theresa May, qu'est-ce qui s'était passé après son vote de confiance déjà? Quelque temps après, elle avait démissionné. Et Boris l'a copié. Il a fallu quand même qu'une soixantaine de membres du Conseil et du gouvernement s'en aillent pour qu'il accepte de capituler. Les députés conservateurs doivent maintenant sélectionner 2 prétendants. Il y aura ensuite des élections en interne pour choisir le chef du parti et le grand gagnant sera le nouveau Premier ministre. Nous avons Liz, ministre des Affaires étrangères, ou Nadim, ministre des Finances. Ce sont les 2 favoris. Il y en a plein d'autres. Il faut que ce soit fait en tout cas avant le mois d'octobre. Quelle a été les réactions des marchés? J'ai pris la paire la plus neutre possible pour éviter d'être face à l'euro qui se fait démater ou le dollar qui s'envole, pour la raison qu'on évoquera tout à l'heure. GBP/NZD donc, visiblement zéro réaction. Pareil d'ailleurs pour l'indice anglais, le FTSE. Au programme cette semaine, nous avons eu sur les marchés les PMI des services aux États-Unis. C'était meilleur que prévu et même en progression depuis 25 mois consécutifs. Toujours en expansion, mais la croissance se réduit progressivement. Mais surtout, le rendez-vous majeur de la semaine, c'était les minutes du FOMC, 3 semaines après le discours de Jérôme Powell pour essayer de lire entre les lignes de ce qui se sont racontés et dit. Et tous les membres du FOMC sont d'accord pour lutter véritablement et en faire une affaire personnelle de l'inflation. Et ce, tant que l'économie sera solide. Le ton est donc ultra hawkish. En anglais, faucon, c'est-à-dire beaucoup plus restrictif sur leur politique monétaire. Le 27 juillet, lors de la prochaine réunion, une triple hausse des taux de la Fed est attendue par plus de 90% du marché. 98% même, c'est beaucoup. En tout cas, je trouve le discours et le positionnement assez clair, assez ferme, avec aussi probablement un effet psychologique qui est voulu. Je m'explique. Elle est vraiment sûre d'elle, qu'elle réussira à faire son job, c'est-à-dire faire baisser l'inflation. Ce qui évite donc que les consommateurs soient en mode panique en se disant ils vont pas réussir, donc il va y avoir encore une hausse des prix encore pire que celle qu'on connaît déjà maintenant. Et donc, vite, faut faire des achats avant que les prix ne soient encore plus chers demain. Et donc, par effet de contagion, un espèce de cercle vicieux, on se précipite sur les achats, ça fait augmenter encore un peu plus les prix et ça s'auto-alimente. En tout cas, les marchés ont particulièrement apprécié, on le verra après. Cette politique monétaire qui semble particulièrement faible et qui, je pense, a des effets positifs sur les marchés est à l'opposé, je dirais même extrême, de ce qui se passe auprès de la Banque Centrale Européenne qui ne fait absolument rien, qui ne bouge pas une oreille. Christine, t'as vu l'inflation? Non, je demande parce que... Viens voir, Christine. Regarde sur la courbe là les taux. Tu vois, en bleu, ça c'est tes taux à toi. Tu vois, on est sous zéro, la ligne bleue là. Maintenant, la réalité, c'est là-haut, c'est la courbe rouge. Donc, tu me diras à quel moment est-ce que tu comptes faire quelque chose. Muscle ton jeu, Christine. Elle devrait les remonter en juillet. Et ils réfléchissent encore d'essayer de les augmenter encore plus rapidement que prévu. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils fassent pas une réunion d'urgence, tu vois, en les montant finalement maintenant. Tu me diras, bon... On n'est pas 2-3 mois près. Une hausse des taux de 135 points de base est prévue d'ici de la fin de l'année pour la BCE. Enfin, plutôt par les investisseurs, parce que pour le moment, la BCE... Et elle est franchement à la bourre, ce qui plombe considérablement l'euro contre le dollar. L'euro d'ailleurs qui est à son plus bas depuis 20 ans face au dollar. On a dit bonne nouvelle. On l'a dit ça. Bon, alors on va enchaîner les bonnes nouvelles. Enfin Au-delà du fait que ça y est, le débrief hebdo reprend après une petite pause momentanée de un débrief hebdo. La Chine se réveille et réouvre ses villes. Enfin! D'ailleurs, l'indice PMI Caixin, il a rebondi à son rythme le plus rapide en un an. Et ce, après 3 mois de déclin. La reprise de la consommation ne fait que commencer. Autre bonne nouvelle, en fin de semaine, on attendait aussi les créations d'emplois aux États-Unis, autrement dit le
NFP. Et ce, pour le mois de juin. On a eu 110 000 créations de postes de plus que ce qui était attendu. Waouh, bonne nouvelle. Ce qui montre la force et la robustesse de l'économie américaine. Et ce, dans un contexte de resserrement monétaire. Et comme je le disais dans l'un de mes morning moods, et ce à plusieurs reprises tout au long de cette semaine, et si l'avenir se passait bien finalement? Ah, on l'a oublié cette option, hein, parce que c'est que du anxiogène, mais on a oublié que peut-être que ça va bien se passer. L'inflation va baisser, la croissance va ralentir certes, mais peut-être qu'on n'aura pas de récession finalement, ou en tout cas temporairement. D'ailleurs, je reviens parce que l'ADP, donc ça c'est l'emploi, avait calculé d'une façon différente du NFP, mais publié 2 jours avant le NFP. Et là, ils l'ont dégagé parce que ça n'intéresse plus personne, que les marchés ne réagissent plus et qu'ils prêtent beaucoup plus attention au NFP qu'à l'ADP. L'un d'ailleurs pouvait être nettement meilleur que prévu, l'autre nettement inférieur. Et après des années, qui a été quand même vachement critiqué, hein, ce chiffre-là, ils se sont dit on va dégager, on va réfléchir à une nouvelle formule, on reviendra au mois de juillet, au mois d'août, enfin bon bref, après quoi. Alors si j'en parle, c'est parce que je sais pas si j'étais le seul à faire partie de ces, comment dire, quel terme je pourrais trouver pour éviter de trop me décrédibiliser. Tête en l'air, c'est pas mal ça, tête en l'air pour pas dire débile. J'étais devant à 14h15 et puis là je fais... C'est bizarre, les marchés ils réagissent pas. Je vais sur mes sites de recherche habituels. C'est bizarre, le chiffre il tombe pas, mais qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, voilà, j'avais pas l'info. Voilà. En plus c'est chiant parce que du coup j'ai dû mettre le réveil pour la sieste, tout ça. J'aurais pu dormir plus longtemps. Autre bonne nouvelle, tiens. Ah bah oui, je sais, je suis super particulièrement content de revenir en ce dimanche. Alors oui, ça s'enchaîne et c'est cadeau. Le 1er août, il va se passer un truc de folie. Le taux du livret A va augmenter. Wow, au moins 2%. À nous, la richesse. On ne perdra plus que 3,2% si on retire l'inflation. C'est magnifique. Pire semestre depuis 50 ans pour l'indice SP500. Tout se boite en long, en large, en travers, en diagonale, en semi-diagonale, sauf, bien entendu, pour le pétrole et les matières premières. L'indice chinois aussi n'est pas trop mal. Bon, en même temps, ils avaient intensifié leur assouplissement monétaire et ça, même lors du 2e trimestre. Ça, c'est lié à tous les confinements, Covid, tout ça. Et aujourd'hui, vu que ça réouvre, que c'est reparti, ils sont en mesure de pouvoir les réduire avec la reprise presque normale de la vie. Et là, tu te dis, mais c'est quoi la bonne nouvelle là-dedans? C'est qu'en 1970, où c'était un pire premier semestre que ce qu'on a connu là. Voilà ce qui s'est passé ensuite. Ça a rebounded in second half. Et en plus de ça, depuis 1950, que se passe-t-il au mois de juillet? Eh ben, c'est un mois particulièrement favorable et ce particulièrement depuis les 10 dernières années. On sait jamais. Alors aujourd'hui, d'après les cycles économiques et boursiers, il semblerait que l'option soit de se tourner vers notamment les pharma, qui sont des valeurs défensives, tout comme celles qui distribuent des dividendes, comme les utilities. Comme ça permet de faire tampon si jamais on a des performances négatives. Et vous le savez, si vous faites partie d'IVT, on a continué à se battre tout au long de la semaine contre vents et marées en pleine tempête. Ça a été rude et ça commence tout juste à être payant. En tout cas, pour les stratégies swing que je vous ai partagées, alors que notre Rodolphe national a continué mais à faire de l'intraday comme jamais, tel un taureau acharné, à privilégier l'intraday et ça a fonctionné comme jamais. Si je dis ça, c'est aussi pour le féliciter. Parce que franchement, dans un type de marché comme ça, se battre à fond, il n'y en a pas 100 000 qui le font. À un moment donné, il faut dire les choses. Salut Xavier, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc festival cette semaine notamment sur l'intraday et j'en profite pour rebondir ce matin et j'aimerais vous amener à réfléchir sur un sujet très important dont à mon avis on ne parle pas assez. C'est toujours votre profil de trading. Grosso modo, il y a 3 profils on va dire, scalper, intradayiste et swing long-termiste notamment pour le trading. On a tendance malheureusement à mon avis quand on débute, alors débutant pour moi c'est de 0 à 5 ans d'expérience, on a tendance à commencer avec le mauvais schéma et à adopter le schéma inverse, à savoir, attention je ne critique aucun style, je dis simplement ce que j'en pense pour vous aider. On a tendance à commencer par le scalping, pour preuve j'ai fait pendant longtemps du scalping en 6 secondes pour ma part, puis à passer à l'intraday, puis à passer au swing. À mon avis, on devrait adopter le schéma inverse et commencer par du swing afin de redescendre progressivement dans les unités de temps. Je m'explique. À mon humble avis, au début, quand on veut commencer à gagner en trading, il faut vraiment écrire son plan, sa tactique, sa stratégie sur une feuille et aller uniquement
là où l'action se passe, là où il se passe quelque chose, là où les investisseurs sont présents. Et si je peux vous donner un petit conseil, c'est là-dessus que je voudrais avant tout terminer, pour déterminer votre profil, c'est vraiment important. Essayez dans un premier temps de vous concentrer uniquement sur 1-2 trades par semaine, sur des plans et des actifs bien déterminés, avec une stratégie bien déterminée. Et ensuite, pourquoi pas, en plus, si vous arrivez à prendre ce plan ou ces 2 plans dans la semaine de manière correcte, laissez traîner un solde, c'est-à-dire vous avez une entrée intraday et vous essayez de transformer un solde de ce plan en intra-swing pour aller chercher des objectifs plus lointains. Voilà sur quoi je voulais attirer votre attention ce matin. On est dimanche. Encore bravo à Xavier, son frère et toute l'équipe pour le débrief hebdo. Merci à vous toutes et tous pour votre présence, vos commentaires. Mais s'il vous plaît, ce qui est vraiment important quand on commence le trading, ne partez pas dans tous les sens. Ne voulez pas trader dans tous les sens. Prendre des trades dans tous les sens, c'est une grosse erreur. Essayez de déterminer un actif en tendance et à partir de cet actif en tendance, essayez de reprendre la tendance dans le sens de la tendance, bien évidemment, sur 1 ou 2 trades par semaine et vous verrez que vous ferez une progression et un bond en avant extraordinaire et de manière très rapide. Voilà, je vous embrasse bien fort toutes et tous. Ciao Xav. Deezer, la plateforme de streaming française, également l'heure de notre rendez-vous le dimanche. 10h du matin, on est déjà à fond. Et ben, s'est fait déchirer lors de son introduction en bourse. Preuve que ce n'est pas parce que c'est un marché régulé que forcément on peut pas se faire déchirer. Moins 35% en une journée. La Suisse a commandé des doses de vaccins, 3,5 millions à Pfizer et à Moderna. Et l'État, ça y est, monte à 100% du capital d'EDF, qui a dû réviser à la baisse à plusieurs reprises ses prévisions de production. Et ça concerne donc le nucléaire en France en 2022. Il y a quelques petits problèmes de corrosion de certains réacteurs. Donc ça vaut le coup de se pencher dessus quand même un peu. En plus de ça, l'État a suggéré de manière forcée, imposée en fait, de vendre à ses concurrents davantage d'électricité nucléaire à prix réduit. Ça, forcément, ça plaît aux actionnaires particulièrement. Voici le graphique d'EDF avec les dividendes réinvestis, ce depuis quelques années. Une société régulée par l'État sur un marché réglementé. Je passe un message encore... Ah, t'avais compris. Voici le portefeuille boursier de l'État qui est finalement un peu partout. Alors début de semaine très rude avec un indice Dow Jones qui était en train de tester un support clé à 30 600 sur lequel j'étais encore à l'achat sur le fil du rasoir et le projet était de tenir les positions tant que la zone tenait. Même chose d'ailleurs pour l'indice CAC 40 tant qu'il tenait autour des 5850 points. Sauf que il a clôturé même au-dessus des 5800 points. Ça c'était avant les minutes du FOMC qui avait lieu mercredi soir. Donc clôture notamment sur le CAC sous les 5850 points, mon niveau d'invalidation et là je tiens. Pourquoi faire ça et pourquoi tenir? Alors première chose, c'est parce qu'on sait qu'on est dans un marché très erratique, très nerveux et qui peut se retourner dans tous les sens d'un moment à l'autre, forcément d'ailleurs de raison. Alors il faut prendre le temps des décisions plutôt que de réagir par émotion. Deuxième chose, mercredi soir, minute du FOMC, peut-être que ça peut bien se passer. Troisième chose, c'est que toutes les news soi-disant négatives qui justifiaient cette grosse bougie baissière qu'on avait eue sur le CAC 40, alors j'en ai vu partout il y a des craintes de récession, il y a des craintes que l'inflation ne soit pire que prévu. Et tu lis ça, tu t'arrêtes là et tu te dis, ok, donc crainte, machin, tout ça, donc je fais quoi? J'abandonne? Ça y est, c'est terminé. C'est pire qu'hier donc, c'est ça le message. Mais la question qu'il faut se poser à ces moments-là, c'est à cause de quoi concrètement? Eh ben, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de réponse, ni de réponse valable, et ça, j'aime pas ça. Alors je me suis dit, peut-être que c'est qu'un excès dans un marché, comme on l'a vu, très erratique, etc. Capable, encore une fois, de se retourner. Et surtout, j'aime pas les excuses non justifiées. Je suis un peu comme Saint Thomas. Et finalement, bien m'en a pris puisque ça a tenu. Derrière, on a fait 5009 le lendemain. Le surlendemain, plus de 6000 points. Donc mon plan n'est pas invalidé et surtout il commence à peine à se confirmer. C'est facile après coup, ça je pense que tout le monde le sait et je pense que le fait d'avoir vécu ça peut-être pour certains d'entre vous ensemble, c'était vraiment quelque chose de très important. Peut-être que vous en faites partie, que vous ayez été en position ou pas, peu importe. Parce qu'au-delà du fait que c'était vraiment pas évident, je pense que c'est vraiment important de comprendre que la situation qu'on vient de vivre cette semaine, ça risque et je pense vraiment que ça va se reproduire tout au long
du second semestre 2022. Pourquoi? Parce qu'on est exactement dans la même situation de manque de visibilité. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Alors aujourd'hui, il y a des news de partout, pour certaines d'entre elles qui n'en sont pas. Ce qui n'est pas français, il va falloir que je revoie un peu mes bases, qui n'en sont pas. Alors c'est toujours important de prendre du recul, ça c'est facile à dire, mais prendre du recul dans le sens où il faut essayer de comprendre et aller à la source. Qu'est-ce qui justifie ce qui a été écrit? En ce moment, il y a beaucoup de sensationnel parce que la peur fait vent, parce que la peur suscite de l'émotion et donc suscite beaucoup plus d'intérêt. En tout cas, beaucoup plus que juste peut-être que ça peut bien se passer. Ça, c'est sûr. Tout le monde s'en fout. Deuxième chose importante qu'on a vue, marché erratique, violent, de contre-pied. Alors, encore plus que d'habitude, attention aux ruptures de support, attention au franchissement de résistance. Ce n'est pas parce qu'on casse un support, comme on l'a vu sur le CAC, que forcément on va aller 10 étages plus bas. C'est pas aussi basique, aussi simple que ça. Et c'est pareil lorsqu'il y a des franchissements de résistance. C'est pas parce qu'on en pète une que ça y est, on va monter en ligne droite. Ça ne veut pas dire qu'il y aura tout le temps des pièges. Mais le meilleur moyen pour éviter l'émotivité, entre guillemets, c'est vraiment de réduire la taille de ses positions pour être beaucoup plus calme et beaucoup plus souple dans ses prises de décision et encore plus dans ce type de situation. Pour le reste des indices américains, ils ont réussi à passer enfin leur moyenne mobile à 20 jours, qui était une première étape. La seconde va constituer à passer les moyennes mobiles à 50 jours, ici en rouge. Donc ça a tenu, certes, qu'on en ait profité ou pas. Va falloir tenir les niveaux et relancer encore. 12 200, ça c'est pour le Nasdaq. 31 700 pour l'indice Dow Jones. 3 950 points sur l'indice SP500. Ce sont les niveaux qu'il faudra passer. Sur l'indice CAC 40, j'ai comme premier gros objectif les 6 200 points. On voit ici que c'est quand même une grosse zone de résistance. Et là, à partir de ce moment-là, on va s'attaquer à un gros morceau technique et psychologique parce que au-dessus, on va effacer la tendance neutre qu'on a connue ces derniers jours, ces dernières semaines pour passer à une tendance haussière. Et là, ça risque de changer beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être quand même un petit peu compliqué. Le dollar américain, lui, reste particulièrement fort avec une perspective de resserrement monétaire encore plus importante, en tout cas de la part de la Réserve fédérale américaine. Ça, je pense qu'on l'a compris. L'euro-dollar, donc, à un plus bas depuis 20 ans. Et là, c'est ma grosse déception, étant encore à l'achat dessus. La Banque Centrale Européenne ne fait absolument rien, complètement inerte. Et ce, contrairement à la Fed. D'ailleurs, cette semaine, l'Allemagne a publié un déficit commercial. Et là, par contre, ça sent vraiment pas bon. Donc je me suis complètement gouré à l'égard de l'euro et je vais très probablement prendre ma perte si c'est pas déjà fait et passer à autre chose. Et ce pendant probablement un long moment. Même si pour beaucoup la parité en euros pour un dollar, c'est un seuil clé psychologique qui sera défendu. En tout cas, jusqu'à en début de semaine, les 1,04 tenaient, c'était une grosse zone de support et là ça a léché la purée. Bref, mon scénario d'action fort de la Banque Centrale Européenne qui allait faire quelque chose a échoué. Et qui dit inflation, hausse du dollar, dit chute des métaux précieux que personne ne veut parce que ça rapporte rien, que ce soit l'or, que ce soit l'argent. Le pétrole, quant à lui, ça a été topissime parce qu'il a parfaitement réagi sur cette zone des 97 $ que je travaillais depuis mars. Et encore une fois, même support, même effet absolument incroyable, plus 6% dans la foulée, comme quoi des fois faire simple, c'est moins compliqué. En conclusion, rebond, oui, mais ne crions pas victoire, il y a encore du chemin à faire. La Fed veut aller jusqu'au bout de son job en faisant baisser l'inflation, en évitant l'entrée en récession. En tout cas, les bons chiffres macroéconomiques vont l'aider à aller plus vite dans cette lutte contre l'inflation. L'intraday à privilégier pour ceux qui le peuvent. Avec IVT, pourquoi pas. Moi, c'est l'instant publicitaire. En même temps, on est sur la chaîne IVT. Donc, bref, l'intraday, ça peut aller très vite. Et 4, swing mesuré avec des tailles de position limitées et beaucoup plus cool sur l'aspect technique. Moi, genre, ça pète là, ça va là, ça pète là, ça va là. Les cryptos, quant à elles, font toujours comme sur les marchés traditionnels, ce qui s'appelle une corrélation. Avec une belle réaction du Bitcoin, notamment sur les plus hauts qu'on avait connus en 2017. À ce moment-là, tout le monde voulait du Bitcoin. Et aujourd'hui, on est exactement au même cours, plus personne n'en veut. Enfin, plus personne, c'est juste qu'on n'a pas non plus des réactions haussières de folie. Tout comme les indices américains, elles ont passé, grosso modo, à peu près toutes leur moyenne mobile à 20 jours. Mais il faut encore transformer l'essai en passant donc justement de configurations désormais neutres à court terme à des tendances haussières. Et pour ça, il va falloir s'extraire par le haut de multiples ranges daily qu'on a. Par exemple ici sur le Bitcoin ou encore sur l'Ether. Et il y en a plein d'autres sur la capitalisation totale. Ce qui nous donnerait du 22 000 $ sur le Bitcoin, un cap à passer, s'installer au-dessus pour libérer un nouveau potentiel. 1300 $ sur l'Ether. Alors c'est la même chose.
calme en swing, actif à court terme sans d'ambition trop importante. Il va falloir du temps pour retourner cette psychologie. On va pas passer d'une psychologie ultra anxiogène de panique à du calme, à tout de suite l'euphorie. Donc on va continuer à travailler surtout le processus en étant discipliné chaque jour plutôt que de baisser les bras facilement en se disant bon bah il se passe rien, je fais rien, j'attends, et de commencer à paniquer dans la positive attitude en se disant ah ça y est, il y a tout qui est en train d'exploser, je paye quand tout a pris 50, 60, 70%, un peu tout et n'importe quoi, et puis finalement bah, faire comme d'hab, c'est-à-dire acheter en haut, vendre en bas. Donc il faut continuer à travailler même si c'est dur, même si c'est relou, même s'il se passe rien, parce que on aura les armes au moment où ça repartira vraiment, on aura cette dynamique, cette organisation. Ça ne veut pas dire y passer forcément 15 heures par jour derrière les écrans, mais au moins s'intéresser un petit peu, un peu tous les jours, de manière régulière. Puis ça permet aussi d'apprendre des choses, peut-être sur des projets, de voir des cryptos ou d'autres, d'ailleurs même sur les marchés traditionnels, des trucs qu'on n'avait pas forcément le temps de faire lorsque le marché est super méga actif. La semaine prochaine, attention, commencera la saison des publications de résultats aux États-Unis. D'ailleurs, les guidance seront peut-être beaucoup plus importantes que les résultats passés. Et on aura notamment, encore une fois, oui, chiffre de l'inflation aux États-Unis. Ah, ça s'annonce mouvementé et a priori, ce sera le cas tout l'été du fait de cette visibilité limitée. Merci de votre soutien, de vos partages, de vos likes, de vos commentaires, de vos messages. Bon, je n'étais pas là dimanche dernier dans le débrief hebdo. Vous m'avez envoyé quelques petits messages d'insultes. Je vous remercie. Merci de votre fidélité. C'est grâce à vous si cette chaîne existe, si ce débrief hebdo perdure dans le temps. J'espère le plus longtemps possible. Et surtout, profitez bien de votre dimanche. Ciao!